À la base, la création s'est faite à partir d'énergie, créant ici des mondes et des antimondes. C'est possible, ça. Nous ne pouvons pas le savoir comme ça, maintenant. Peut-être que plus tard, on pourra le savoir. Maintenant, on ne peut pas le savoir. Vous écoutez Empoisonné, épisode 5, énigmatique, Henri Lestat. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'Empoisonné. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, Vincent est un peu saoulé parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des menaces qu'on avait reçues, dont on avait parlé dans l'épisode précédent, mais notre petit rigolo ne s'est pas arrêté là. Non. On a essayé de nous hacker à plusieurs reprises depuis le 4e épisode. Et j'ai reçu un mail de réinitialisation de password À l'instant, et ça me saoule parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et oui. Et que ça arrête pas de se reproduire et que... On a essayé de nous hacker notre site, on a essayé de nous hacker nos comptes mail, on a essayé de bien nous faire chier, quoi. Il faut pas le dire, mais c'est bon. Petit rigolo, tu nous as bien fait chier. Tu as gagné. Non, tu n'as pas gagné. Non, tu n'as pas gagné. Tu as perdu. Non, tu n'as pas perdu. Tu as gagné. Je sais pas. Arrête, c'est chiant. Arrête maintenant, c'est relou. En plus, ça ne marche pas complètement. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi. Oui. Ou alors... non, faut pas l'encourager non plus. Faut pas... c'est ça. Mais en tout cas, c'est casse-couille. Bon, on n'en parle plus. Pour en revenir au podcast, qui est déjà un peu plus intéressant, pour résumer, là, on s'était arrêté. On a rencontré Valentin, qui était le petit frère d'une deuxième disparue, Andrea. On avait un peu discuté avec lui, il nous avait dit une chose assez incroyable, c'est que la police leur avait dit qu'il savait où était sa sœur, il savait où était Andrea, mais ne voulait pas leur dire. Oui, alors l'explication la plus rationnelle pour ça, c'est que peu de temps après sa disparition, elle est devenue majeure et qu'elle désirait rompre les liens avec sa famille et qu'en tant que majeure et pas en danger, la police doit respecter sa volonté et ne va pas dire... ne va pas révéler où elle est si elle n'a pas envie. Donc, c'est effectivement la théorie la plus logique, et c'est quand on parle un peu aux parents de Valentin en off. Oui, c'est ce qu'ils croient également. C'est ce qu'ils croient. Par contre, même eux nous disent que plus les années passent, plus ils commencent à douter de cette théorie, parce qu'ils pensent que si ça avait été le cas, elle aurait redonné peut-être quand même des nouvelles depuis. Oui, bon après c'est aussi ce que voient les parents. Si elle est partie pour des bonnes raisons pour elle, ça change. Le temps change pas les choses. Ouais, bah en tout cas, Valentin, lui, il y croit pas du tout à cette théorie, et ce qu'il nous dit, et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, c'est que cette disparition volontaire, ça explique ni les symptômes qu'elle a développés avant, ça explique pas pourquoi elle a pris aucune affaire avec elle, ça explique pas pourquoi il y a une série de disparitions similaires. C'est quand même beaucoup de questions non élucidées, on va dire. Oui, c'est vrai que dans tous les cas, c'est une vérité qui est difficile à admettre pour Valentin ou pour ses parents. C'est-à-dire que sa sœur ou que leur fille décide de disparaître sans donner de nouvelles, c'est très dur. Et bon, on a discuté pas mal avec Valentin et c'est quelqu'un qui va chercher des explications complexes et qu'on pourrait dire complotistes, même si j'aime pas trop le terme, mais sur pas mal de sujets. C'est-à-dire que bon, là, ça le touche personnellement, c'est quelque chose qui est très douloureux pour lui, et moi, je comprends tout à fait qu'il cherche des explications plus, qui le dédouanent plus de ça, quoi. Mais c'est vrai que sur plein d'autres sujets, il va loin dans ses explications. Des théories qu'on partage pas forcément nous. Après, essayons de garder l'esprit ouvert. S'il a raison, si la police couvrait quelqu'un, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est crédible ? Moi, j'ai fait des recherches dessus. Je suis tombé sur pas mal d'affaires de tueurs en série même qui étaient protégés d'une manière ou d'une autre par la police, soit parce qu'ils en faisaient partie, soit parce qu'ils avaient un lien avec la police. Après, évidemment, c'est aux États-Unis. Oui, voilà, c'est aux États-Unis. Et comme l'a dit Eric Lédu, les tueurs en série en France, c'est pas la même. Les tueurs en série protégés par la police en France, quelle est la réalité de ça ? En fait, je dis pas que ça n'existe pas, mais... Il y a peu de chance. Et on sait pas. Et donc là, on repart dans des théories... Alors, tu as encore moins aimé ma deuxième théorie, c'est que... imaginons si le gouvernement lui-même
était lié à ces disparitions, était responsable d'une manière ou d'une autre de ces Pourquoi pas disparitions. le préfet de l'Essonne Peut-être le préfet de l'Essonne, peut-être aussi. Le directeur du conseil général de l'Essonne? Non, alors évidemment, j'ai rien qui va dans ce sens, hein, mais en faisant des recherches, pareil, je suis tombé sur une affaire qui ressemble un peu à la nôtre, qui est assez connue, c'est l'affaire du pain maudit, je sais pas si tu connais. Truc d'Ergot de Saille, je crois. Oui, c'est ça, en fait, c'est un village dans les années 50, un village du Gard qui s'appelle Pont-Saint-Esprit, et un beau matin, le village se réveille, et il y a des dizaines, des centaines de personnes qui se réveillent avec des symptômes inexpliqués, donc un peu comme nous, des vomissements, des hallucinations, ce genre de choses. Et la situation se dégrade un peu plus une semaine plus tard, quand dans la nuit, il y a 23 personnes quand même qui sont internées d'urgence, parce qu'elles commencent à avoir des hallucinations tellement fortes que plusieurs se jettent par la fenêtre. Elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles. Là, c'était un témoignage extrait d'un des documentaires qu'il y a sur le sujet. Il y en a beaucoup, si ça vous intéresse, que ce soit des youtubeurs, des podcasteurs, des émissions de télé, tous ceux qui s'intéressent un peu à l'étrange, on parle de cette affaire, parce que c'est vrai qu'elle est étrange, et surtout, elle est encore à ce jour inexpliquée, en tout cas avec certitude. La théorie qui revient souvent, c'est, comme tu disais, c'est l'argot de seigle, ou en tout cas c'est un champignon toxique qui aurait été dans le pain du village, d'où le nom, qui aurait provoqué ces hallucinations, ces symptômes-là. C'est effectivement la théorie la plus probable. Par contre, il y a une autre théorie qui court, et par des gens assez sérieux, c'est celle que ça serait la CIA qui serait responsable, parce qu'ils auraient, en tout cas à cette période, ils faisaient pas mal d'expériences avec le LSD, et ils auraient potentiellement pulvérisé le village, ou en tout cas ils en auraient mis dans le pain, qui aurait créé ces symptômes-là. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est avéré, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce genre d'expérience aux États-Unis. Oui, puisque Bill Clinton s'est excusé 40 ans plus tard sur des expériences qu'ils ont administré du LSD à des personnes non consentantes. Je crois qu'ils l'ont fait aussi sur des soldats. C'est le programme MK-Ultra, quoi. C'est un des programmes MK-Ultra. Bon, après, c'était pleine guerre froide. Oui, voilà. Après, on est juste dans l'après-guerre. On est aussi dans le début de la guerre froide. C'est quand même un climat particulier, et c'est pas le même climat qu'aujourd'hui. Et pourquoi la CIA enlèverait des lycéennes dans l'Essonne? Ouais, j'ai pas de réponse non plus. C'est aussi un petit peu genre je sais pas comment dire, c'est utilisé par tous les complotistes du monde en disant genre, vous voyez, c'est possible, la CIA l'a déjà fait, une fois elle l'a fait, donc tout le reste c'est la CIA. C'est un petit peu... C'est pour ça que j'en parle, parce que de base je me disais, bon, gouvernement responsable, non, ça n'a aucun sens. Mais t'as raison, faut garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que ça s'est produit, ça peut se reproduire. En tout cas, on a aucun indice qui va dans cette direction, à part cette affaire où on se dit, et ça ressemble un petit peu, est-ce que ça serait reproduit d'une manière ou d'une autre? Bon. J'avais pas le numéro de la CIA, donc on est parti sur une autre. Est-ce qu'on a un expert peut-être qui pourra connaître mieux la CIA? Non, on est arrivé au bout de nos experts, malheureusement. Donc on a essayé de se recentrer un petit peu. On a essayé de voir s'il y avait des points communs entre Sidonie et Andrea, donc pourrait se servir pour trouver une piste. Et a priori c'était pas gagné, parce que les points communs c'était que c'était deux lycéennes qui avaient disparu à peu près à la même période, mais c'est à peu près tout ce qu'on avait comme point commun. Ouais, on a pas mal cherché, hein. On a été sur beaucoup de pistes qui nous ont mené vers rien, hein. On vous épargne tout ça parce que c'était long et fastidieux et pas passionnant. Oui, ça fait partie de l'enquête, mais nous on vous parle que des choses qui mènent quelque part, en tout cas c'est ce qu'on croit. Et de la CIA. Et de la CIA. Non, mais par contre, t'as eu un flash qui a relancé un peu notre enquête. Ouais, parce qu'en fait, quand on a été chez Valentin et qu'on a pu visiter notamment la chambre de sa sœur qui avait pas trop bougé, il y a un truc qui m'avait interpellé, mais très légèrement à l'époque. Enfin, c'est-à-dire que elle avait un fascicule pour la maison littéraire d'Honoré de Balzac. Je sais pas si c'est parce que ça faisait bizarre dans sa chambre, c'était un peu déplacé. Ouais, on a regardé un peu ce que c'était cette maison littéraire. On a vu que c'est une sorte de château, musée dans l'Essonne, à Fontenay-les-Bries. Mais c'est vrai que pareil, en y repensant, je me suis dit, ça me dit quelque chose, et pourtant... Moi, en tant que lycéen de l'Essonne, je me souviens pas du tout avoir visité ce... Moi non plus. Et puis après, on s'est rappelé que, en regardant dans le blog de Sidonie, elle a parlé de cette maison aussi parce qu'elle l'avait visité avec sa classe. Ouais, c'est un post assez lambda où elle dit qu'elle l'a visité en terminale aussi. Je pense que c'est pour ça que ça nous disait quelque chose, parce qu'on l'avait lu pour le deuxième épisode.
Et on s'est dit, ah bah tiens, c'est marrant, ces 2 lycéennes ont visité ce lieu, a priori peu de temps à leur disparition. Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans ? On l'aurait pas forcément fait de base si on avait d'autres pistes plus intéressantes, mais là on était au point mort, donc on y allait. Et bah, plus on avançait, plus on a découvert des choses quand même assez bizarres. Alors plus concrètement, c'est quoi cette maison littéraire d'Honoré de Balzac ? Alors, ça part d'un château à la base. C'est un château avec un grand parc construit au XVIIIe siècle, qui a abrité des salons littéraires. C'était un peu la mode à l'époque, au XIXe, au XXe, au début du XXe. Et donc là, c'était un salon littéraire dans lequel participaient notamment Chateaubriand, Victor Hugo et Honoré de Balzac. Au XXe siècle, ce château est devenu un musée, consacré notamment aux figures littéraires qui ont peuplé ces lieux. Oui, Balzac et tous ses contemporains que tu as cités. Du coup, on peut imaginer que ça peut être un lieu qu'on visite avec son école, peut-être en cours de français, de lettres. D'histoire, oui, ça peut être plein de... Oui. Par contre, on voit pas trop le lien avec les disparitions, quoi. Ça reste un musée classique. Donc on a été le voir. L'avantage, c'est que c'est pas très loin. Oui, c'est l'avantage des podcasts locaux, et pas sur les mystères de la Patagonie, par exemple, parce que ça nous aurait coûté plus cher en budget. Là, ça va entre le RER et un petit coup de voiture. Petite Navigo à 60 € quand même, ça fait mal. Hein. Évidemment, sur le lieu, c'est un musée très classique, hein, comme tu as dit, il n'y a rien de spécial. Quand on a parlé au personnel... On voit des manuscrits, on voit des vieilles gravures, quelques photos. Elles sont intéressantes en soi, mais pas trop pour notre affaire. Voilà, c'est ça. Quand on parle aux gens, ils n'ont rien à nous apprendre sur les disparitions. Même ils sont plutôt étonnés qu'on vienne leur poser la question, quoi. Ils nous ont plus regardés bizarrement, genre c'est quoi le rapport ? Parce qu'ils nous ont pas aidés là-dessus, mais par contre on a demandé qui était le propriétaire du musée. Actuellement c'est la commune, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, juste avant que ce soit la mairie qui récupère le lieu, c'était la propriété d'une petite entreprise, d'une SARL qui s'appelait Altalis, qu'on a un peu regardé à qui appartenait cette société, notamment sur les sites de vérification, de dépôt légal des sociétés. Parce que sur Internet, moi j'ai pas trouvé le site de la société ou quoi que ce soit. Non, mais par contre on trouve dans les registres des chambres de commerce, etc. Vérif entreprise, etc. Oui, il y a milliards de trucs qui fait ça. Et on a trouvé l'identité du propriétaire de cette entreprise. Oui, un certain Henri Lestat. Lestat, ouais. Voilà. Quand on a fait des recherches sur lui, on trouve pas grand-chose, mais on a quand même trouvé un vieil article qui parle de lui, en tout cas qui parle d'un Henri Lestat, et qui aurait un peu évolué dans l'Essonne, donc on imagine que c'est le même. Ouais, ça détaille un peu sa biographie. Alors, il est agrégé de physiologie et de biochimie, ancien chercheur au CNRS, et à l'époque de l'article, enseignant à la fac d'Orsay, donc dans l'Essonne aussi. Par contre, on voit pas trop le rapport entre lui et la maison littéraire de Balzac. Oui, après, c'est peut-être une maison qu'il a eue par héritage. Il a peut-être une passion personnelle pour les auteurs du 19e. La vieille pierre. La vieille pierre, les vieux écrivains. Je sais pas, on peut. Oui, non, c'est vrai. En tout cas, quand on recherche des choses sur lui, on voit pas de lien entre lui et la maison littéraire. Donc je sais pas, effectivement, peut-être qu'il en a hérité. Par contre, on trouve un autre site qui mentionne son nom. Et là, ça devient un peu plus bizarre. C'est le site du CIRM, pour Centre International de Recherche Métaphysique, parce que le site explique qu'il en est le fondateur. Alors c'est quoi ce centre ? C'est quand on regarde la page de présentation, on peut lire « La mission du CIRM est de mieux comprendre notre univers ainsi que les principes premiers de notre connaissance. Pour y parvenir, le CIRM expérimente au-delà de notre perception limitée par nos sens, en étudiant notamment le comportement des atomes et des particules s'inscrivant dans notre monde ou sa réflexion dimensionnelle. » Moi, j'y connais rien, ça a l'air sérieux. Voilà, bon, j'ai pas tout compris non plus, mais sur le site, il y a des trucs un peu bizarres. Moi j'ai trouvé que c'était un peu bizarre, c'est que t'as pas déjà d'adresse, de numéro de téléphone, t'as pas de contact. Oui, c'est assez flou, même la description de leurs travaux ou de leurs recherches, c'est pas hyper clair, il n'y a pas d'actualité, il n'y a rien. On sait pas de quand il date ce site. Le design a l'air assez vieillot, et même quand on regarde le code, il est conçu avec des tableaux et ça se fait plus trop depuis longtemps. Quand j'ai fait des recherches sur le CIRM sur Google, j'ai trouvé plein d'autres trucs. J'ai trouvé le Centre international de rencontres mathématiques, le Centre international de ressources microbiennes.
Je sais pas ce que c'est, ça a l'air très fun. Tu peux télécharger des microbes, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on trouve rien sur le Centre international de recherche métaphysique. Après, comme tu dis, on n'arrive pas trop à le dater, donc peut-être que c'est parce qu'il n'existe plus depuis, que le site est toujours là, mais que lui n'existe plus. Bon, c'est-à-dire qu'il continue à payer l'hébergement quand même. Hein. Oui. Après, on ne sait pas non plus si c'est rattaché à quelque chose. Est-ce que c'est rattaché, parce que souvent les centres scientifiques c'est rattaché à l'État, à une université, ou en tout cas. Il n'y a pas de logo CNRS, il n'y a pas de logo ministre de l'enseignement et de la recherche, il n'y a rien du tout. Quoi. Il y a rien, c'est bizarre. Le seul truc qu'on trouve, c'est Henri Lestat, le fondateur, et qu'en fait, il continue les travaux de son père, qui était lui aussi scientifique. Le site le présente comme l'un des pionniers en matière de physique quantique. Ouais. Et sur le site, il y a d'ailleurs un extrait, je trouve un peu chelou, de cet homme, il s'appelle Louis Lestat. L'extrait date de 1963, et il nous parle d'antimonde et d'anti-univers. Alors je ne sais pas, est-ce que la création de notre univers est une création symétrique ou n'est pas une création symétrique? Moi je ne suis pas très satisfait par une création qui n'est pas symétrique. Alors s'il y a une symétrie, c'est que à la base, la création s'est faite à partir d'énergie, créant ici des mondes et des antimondes, des univers et des anti-univers. C'est possible ça. Nous ne pouvons pas le savoir comme ça, maintenant. Peut-être que plus tard, on pourra le savoir. Maintenant, on ne peut pas le savoir. Alors cet extrait, on ne sait pas trop de quoi il tirait. C'est une vidéo personnelle ou si ça vient d'une émission de télé de l'époque. C'est pas précisé. Par contre, dedans, il pose les bases d'un concept qu'on retrouve plusieurs fois sur le site. C'est celui donc d'un univers miroir en autre, qui lui, il appelle anti-univers. Et ça, c'est un concept qui a été étudié par pas mal de scientifiques depuis des décennies. Hein. J'ai essayé de le résumer de manière simple, avec mes compétences scientifiques limitées. Tu me dis si tu me suis. Avec mes compétences scientifiques limitées. Voilà. Alors, en gros, l'univers est composé de matière, et selon la théorie du Big Bang, chaque particule de matière aurait sa contrepartie en antimatière. Donc, selon cette logique-là, notre univers devrait avoir une sorte d'anti-univers fait d'antimatière, sauf que quand on recherche l'antimatière dans notre univers, on en trouve infiniment peu, beaucoup moins que ce qu'il y a de matière. Du coup, les scientifiques se demandent est-ce que cette antimatière existe? Si oui, où est-elle? Et l'une des théories, c'est qu'il y aurait un monde parallèle, donc un anti-monde, composé uniquement d'antimatière, auquel on n'aurait pas accédé encore. Ça, c'est une question qui divise les scientifiques depuis plusieurs décennies. Oui, pour moi, comme je le comprends, c'est que c'est une des hypothèses pour équilibrer l'équation du Big Bang avec des masses, il y a des masses de choses à mesurer, des masses de matière, des masses d'antimatière. Il peut y avoir plein d'explications, c'est-à-dire que soit on ne sait pas bien mesurer la matière, soit on n'arrive pas bien à mesurer l'antimatière, soit on la voit pas, soit elle n'existe pas, et donc les théories seraient fausses. Et donc oui, cette histoire d'anti-univers est une des hypothèses pour expliquer pourquoi est-ce qu'on trouve peu d'antimatière. Ça a fait penser aussi du coup au CERN, donc c'est pas le CIRM, le CERN qui est l'organisme européen pour la recherche nucléaire qui se trouve à la frontière franco-suisse. Oui, qu'il y a un accélérateur de particules à la frontière. Oui, c'est ça, qui a un énorme, je crois que c'est le plus grand au monde, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, lui, par contre, il est connu, le CERN, il est documenté, il est contrôlé par les gouvernements et tout ça, mais il recherche aussi, notamment, ils font des recherches sur les mondes parallèles. Je sais pas s'ils étudient les mondes parallèles, en tout cas, ils étudient la matière et où est-ce qu'elle va et qu'est-ce qui se passe quand tu l'entrechoques très fortement. Et peut-être que les mondes parallèles font partie des... Il y a quelques années, il y a pas mal d'articles qui sont sortis comme quoi ils avaient prouvé l'existence, ou ils essaient de prouver l'existence de mondes parallèles, mais c'est de la simplification. On leur a aussi reproché d'essayer de créer des trous noirs parce que en projetant des particules l'une sur l'autre... très fortement, ça a créé des décharges d'énergie qui pouvaient peut-être créer des trous noirs. Ils essaient de créer des trous noirs pour engloutir la Terre, et notamment en commençant par le Jura et la Suisse, parce qu'ils détestent la Suisse et le Jura. Pour moi, ils essayent vraiment de créer un trou noir. Je sais pas. En tout cas, peut-être créer des objets physiques qui ont des caractéristiques proches des trous noirs, mais qui sont déjà hyper limités dans le temps, qui durent quelques milliardièmes de secondes. En tout cas, comme vous pouvez voir avec mes connaissances limitées, ça peut partir très vite dans des délires qu'on comprend rien. Il y a beaucoup de complotistes qui accusent le CERN de tous les maux. Ils font des trucs compliqués, on comprend pas ce qu'ils font, donc forcément ça peut intriguer. Mais ils cherchent aussi un peu quand même, parce que j'ai trouvé pendant mes recherches une vidéo
donc qui est filmé au portable, où on voit, c'est dans les locaux du CERN, c'est à l'extérieur, mais c'est dans les locaux du CERN, des gens encapuchonnés qui font une sorte de rituel devant une statue de Shiva. Et à un moment donné, il y a une femme habillée tout en blanc qui s'allonge, et un des mecs qui la poignarde, pour le plus grand effroi de celui qui filme. Fuck! Shit! Fuck! Shit! Alors c'est une vidéo un peu flippante, hein, si vous tapez CERN et sacrifice humain, vous la trouverez facilement. Bon, après, il y a le CERN s'est expliqué dessus, c'est une blague hein, pour eux. Oui. Ça paraît assez clair, mais c'est parce qu'ils sont scientifiques qu'ils font pas des blagues. Hein, non, c'est vrai. En plus, c'est un grand centre, il y a des scientifiques de tous les pays qui viennent, il y a des gens qui ont 25 ans et qui sont en train de faire une thèse. Parmi le lot, s'il y a une dizaine de plaisantins, ça me paraît pas impossible. En tout cas, on parle de ça parce qu'on cherchait un lien entre le centre d'Henri Lestat, le CIRM cette fois, et les disparitions. Donc ça a fait penser à ça. Après, je pense pas que le CIRM ait fait des sacrifices humains, que ce soit ça l'explication non plus. En tout cas, ils n'en parlent pas sur leur site. En tout cas. Il n'y a pas une page sacrifice humain. Non, j'ai pas vu ça. C'est marrant. Par contre, j'ai quand même vu une page un peu bizarre hein, qui dit, pareil dans la présentation du centre, ils disent à un moment donné que leur but c'est d'améliorer l'espèce humaine grâce à une meilleure compréhension de notre univers, bon, jusque-là ok, et que cela passe par des recherches avancées ainsi que des expériences multiformes dans le domaine métaphysique. Et là, je trouvais ça plus... peut-être pas inquiétant, mais c'est quoi ces expériences C'est moins clair en tout cas. C'est moins clair, on sait pas ce que c'est, sur qui, sur quoi. C'est un peu ce qui ressort de ce site, c'est quand même assez flou. Hein. C'est très nébuleux, ouais. Alors pour en savoir plus, on a essayé de pousser un peu nos recherches sur Henri Lestat, vu qu'il est présenté comme le fondateur du centre. Mais on n'a pas trouvé grand-chose sur Internet, à part le vieil article dont on parlait au début. On a appelé le CNRS, qui nous a gentiment envoyé chier. Ce qui paraît logique, hein, ils vont pas... Ils veulent pas parler de ils communiquent pas sur leur employé. Oui, ils font de la recherche sensible, nucléaire et autres, ils vont pas balancer les contacts des gens qui bossent chez eux. On leur en veut pas, et ça se trouve ils bossent même plus d'ailleurs. Je suis plutôt content qu'ils le fassent pas en fait. Oui, c'est plus rassurant. En fait, c'est globalement... On a eu un peu plus de chance avec la fac d'Orsay où il était enseignant. Et on nous a confirmé que oui, il a bien été enseignant là-bas en physique. Dans les années 90, ça. Ouais, c'est ça, fin 90. Mais il n'est pas resté longtemps, a priori. Et quand on demande la raison de son départ, là, c'est un peu plus flou. Ouais, on nous a parlé de conflits avec la direction, de plaintes, mais on n'a pas trop pu savoir si c'était des plaintes de ses collègues. Collègues, des étudiants, de la direction, enfin, c'était pas très clair. Mais c'était quand même un peu bizarre. Oui. On a encore plus envie de lui parler à cet homme, mais comme on a dit, on n'a pas réussi à le contacter parce que notamment sur le site du centre, le formulaire de contact donc, ne marche pas. Une très belle erreur, 500. Du coup, on a tenté une dernière... approche de hacker informatique. Ouais, c'est le Whois. Le Whois. Whois, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données publique et gratuite, accessible à tous, où en fait, dès qu'on crée un nom de domaine, on doit rentrer les informations, donc qui est le propriétaire, l'adresse de contact, etc., etc. Oui, pour être contacté si en cas de problème technique ou juridique, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, et on peut également ne pas rendre publiques les informations. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, on a tapé donc, le nom de domaine du site du centre. Là, on a vu que le nom de domaine a été créé en 2001, donc ce qui est assez logique. Ça correspond à peu près à la tronche du site. Oui, c'est ça. Et ça confirme aussi que c'est bien Henri Lestat qui est le propriétaire du site. Et on trouve aussi une adresse qui est à Étampes, dans l'Essonne. Dans l'Essonne, toujours. Quand on regarde sur Google Maps, ça correspond... c'est un immeuble, on dirait une sorte d'immeuble dans le centre-ville. Oui. Après, ça peut être l'adresse de sa boîte, son adresse perso, l'adresse de la personne qui gère le site, parce que des fois, ça peut être une société d'informatique qui s'occupe de l'hébergement. En tout cas, on s'est dit que ça valait peut-être le coup de s'y rendre pour vérifier. Alors, ce centre de recherche métaphysique a-t-il un lien avec la disparition des lycéennes, et si oui, lequel ? Dans le prochain épisode, nous tenterons, grâce à cette adresse, de rentrer en contact avec ce mystérieux Henri Lestat, et on l'espère répondre enfin à cette question que l'on se pose depuis le début du podcast. Qu'est-il arrivé aux disparus de l'Essonne ?
C'est la fin de cet épisode d'Empoisonné. Merci de l'avoir écouté. Merci Vincent. Merci Charlie. Si vous avez des informations sur Henri Lestat ou sur le Centre international de recherche métaphysique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous trouverez sur empoisonné.fr. Nous espérons vite revenir avec de nouvelles informations. Et on vous dit à la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine.